On dit que la pauvreté est une maladie qui s'attaque d'abord à la dignité avant de s'attaquer au ventre. À 24 ans, j'étais en phase terminale. Mon nom est Elias. Je suis né dans la poussière d'un quartier dont personne ne veut se souvenir du nom, là où l'on apprend à courir avant de savoir marcher. J'avais un diplôme en marketing dans ma poche trouée, mais à Douala, ton diplôme ne vaut rien si tu n'as pas le nom d'un grand pour pousser ton dossier. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'intégralité de cette chute brutale d'Elias. Et vous, seriez-vous prêt à trahir vos principes pour une vie de millionnaire? L'argent efface-t-il vraiment la honte? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je travaillais comme serveur au Crystal Lounge, un club privé où l'entrée coûte le salaire annuel de mon père. Mon job était simple, rester invisible, servir le champagne sans renverser une goutte et ignorer les conversations à 1 milliard de francs CFA qui se tenaient à quelques centimètres de moi. Je voyais ces hommes, ventripotents, étaler leur richesse comme on étale du beurre sur du pain. Et je voyais leurs femmes. Des femmes magnifiques, parées de diamants, mais dont les yeux étaient plus vides que mes poches. Elles étaient là, escortes de luxe ou épouses délaissées, cachant leur solitude derrière des rires forcés. Un vendredi soir, alors que la sueur coulait dans mon dos sous ma chemise trop serrée, ma vie a basculé. Elle était assise seule à la table 12. On l'appelait la baronne. Son vrai nom était Madame Simone, une femme dont le seul nom faisait trembler les banquiers de la place. Elle devait avoir la cinquantaine, mais elle portait son âge avec une autorité qui effaçait les rides. En lui servant son verre de cognac, nos mains se sont frôlées. Elle n'a pas retiré la sienne. Elle m'a fixé, ses yeux scrutant mon visage comme si elle lisait mon arbre généalogique. « Tu perds ton temps ici, petit » a-t-elle murmuré d'une voix rauque, parfumée au tabac de luxe. « Il faut bien vivre, madame » ai-je répondu avec un demi-sourire, ce fameux sourire qui, je le savais, ne laissait personne indifférent. Elle a sorti un billet de 10 000 francs de son sac en crocodile, l'a glissé dans ma poche, et y a joint un petit carton noir. « Passe me voir demain à 14 heures. On va discuter de ton avenir. » Et Elias porte une chemise propre. La nuit qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Dans ma petite chambre qui sentait l'humidité, je regardais ce carton noir. Je n'étais pas stupide. Je savais ce que ce rendez-vous signifiait. Dans mon quartier, on appelle ça faire le travail. Mais je regardais aussi mes chaussures usées et le mur décaissé de ma chambre. Le lendemain, à 14 heures précises, j'étais devant sa villa à Bonapriso. Un château entouré de murs si hauts qu'il semblait vouloir toucher Dieu. Elle m'attendait dans un salon qui ressemblait à un musée. « Je ne cherche pas seulement un amant, Elias » a-t-elle dit sans préambule. Des amants, j'en trouve à chaque coin de rue. Je cherche un agent. Quelqu'un qui a la faim dans les yeux et la glace dans les veines. Je vais faire de toi l'homme le plus désirable de cette ville. En échange, tu seras mes yeux et mes oreilles dans les lits où je ne peux pas aller. Le contrat était signé, non pas avec du sang, mais avec une liasse de billets neufs. Pendant 2 mois, Simone m'a façonné. Elle m'a payé un coach de maintien, m'a fait refaire mes dents, m'a acheté des costumes sur mesure chez les meilleurs tailleurs. Elle m'apprenait à parler de politique, d'art, de placement financier. Je n'étais plus Elias du quartier. J'étais devenu Elias le consultant, le jeune loup aux dents longues. Ma première mission est arrivée plus vite que prévu. Je devais séduire la femme d'un ministre qui détenait des preuves de détournement de fonds appartenant à Simone. Elle est vulnérable, son mari la trompe ouvertement. Sois son sauveur, Elias. Et quand elle dormira, trouve ce dossier. Je me souviens de cette première nuit dans un hôtel de luxe à Kribi. En regardant cette femme s'endormir à mes côtés, une femme qui m'avait confié ses peines et ses espoirs toute la soirée, j'ai ressenti une brûlure au creux de l'estomac. J'étais en train de faire ce que j'avais toujours détesté, piéger quelqu'un. Mais quand j'ai trouvé le dossier dans son sac, j'ai pensé à ma mère qui n'aurait plus jamais à vendre des beignets sous la pluie. J'ai pensé au pouvoir que je sentais monter en moi. J'ai pris le dossier. J'ai quitté la chambre en silence. Le serveur de Douala était mort cette nuit-là. Le prédateur était né. Après ce premier vol à Kribi, mon innocence ne s'était pas seulement envolée, elle s'était dissoute dans l'eau turquoise de l'océan. En rentrant à Douala, le dossier sous le bras, je n'étais plus le même homme. Madame Simone, la baronne, m'avait accueilli dans son bureau privé, un sanctuaire de cuir et de bois précieux qui sentait le cigare et le pouvoir. Elle n'avait pas dit merci.
Elle avait simplement ouvert le tiroir de son bureau, en avait sorti une enveloppe épaisse de billets de banque et l'avait jetée devant lui comme on jette un os à un chien de race. « Tu as du talent, Elias » avait-elle dit en scrutant les documents. Mais le talent sans endurance n'est qu'un feu de paille. Maintenant, le vrai travail commence. L'enveloppe que Madame Simone avait jetée sur la table n'était pas seulement de l'argent, c'était le prix de mon silence et le premier clou dans le cercueil de ma vie d'avant. En sortant de sa villa ce jour-là, le soleil de Douala me parut étrangement froid. J'avais 5 millions de francs CFA entre les mains. Pour un gamin de mon quartier, c'était une fortune capable de bâtir une maison. Pour la baronne, ce n'était que de la petite monnaie, de quoi s'assurer qu'un outil reste bien huilé. Après les 6 mois qui suivirent, ma transformation fut totale. Je ne vivais plus, je jouais une pièce de théâtre dont j'étais l'unique acteur et Simone la metteuse en scène. Elle m'avait installé dans un duplex de luxe aux vitres teintées dans le quartier résidentiel de Bonapriso, un sanctuaire de marbre et d'acier où le bruit de la ville ne parvenait jamais. Je conduisais une voiture allemande dont le prix aurait pu nourrir mon quartier d'origine pendant une décennie. Chaque matin, un tailleur venait prendre mes mesures. Chaque après-midi, un professeur de diction m'apprenait à gommer les dernières traces de l'accent de la rue. Je devais devenir lisse, élégant, impénétrable. Cependant, chaque soir, en me regardant dans le miroir avant de sortir, je peinais à reconnaître le regard qui me faisait face. Ce n'était plus le regard affamé du serveur du Crystal Lounge, c'était le regard vide d'un homme qui n'appartenait plus à personne, pas même à moi-même. Simone ne m'appelait plus par mon nom. Elle m'appelait « l'investissement ». « Tu es comme une action en bourse, Elias », me disait-elle en sirotant son éternel cognac. « Plus tu es désiré par les autres, plus ta valeur augmente pour moi. Mais n'oublie jamais qui détient la majorité de tes parts. » Ma vie était devenue un emploi du temps réglé comme une montre suisse. Le mardi, je devais dîner avec l'épouse d'un banquier qui se sentait délaissé. Le jeudi, je devais escorter une directrice de cabinet à un gala. Mon rôle était simple en apparence, écouter. Écouter les plaintes, les secrets d'État murmurés entre deux sanglots, les détails des comptes offshore révélés dans l'euphorie d'un verre de trop. Je n'étais plus un amant, j'étais un coffre-fort vivant. Pendant un bon bout de temps, je devins une ombre élégante hantant les salons feutrés de la République. La baronne m'utilisait comme un scalpel chirurgical. Elle m'envoyait là où les micros et les caméras ne pouvaient pas pénétrer. J'appris très vite à déceler la solitude derrière les bijoux de quartier et l'amertume derrière les sourires des épouses de directeurs généraux. Mon quotidien était devenu une chorégraphie macabre, dîner aux chandelles, confidences sur l'oreiller, et fouille systématique des attachés caisses une fois que l'alcool ou la fatigue avaient fait son œuvre. Avec ces femmes, le jeu ne commençait jamais dans la chambre. Je commençais dans le silence d'un salon trop grand, devant un verre de cristal qui tremblait entre leurs doigts manucurés. Ma force, c'était de savoir écouter ce que leur mari n'entendait plus depuis des années. Je me souviens de Madame Catherine, l'épouse du ministre de l'Équipement. Elle possédait des villas à Paris et des comptes en Suisse, mais elle me regardait comme si j'étais la seule personne réelle dans sa vie. Elias, me disait-elle souvent en posant sa tête sur mon épaule, dans ce monde, les gens ne s'embrassent pas, ils se négocient. Mon mari ne me voit plus comme une femme, mais comme un accessoire de sa réussite. S'il savait que je te parle de ces nuits blanches et de ces appels secrets à minuit. Elle parlait, et moi, je caressais ses cheveux avec une douceur calculée, tout en mémorisant chaque nom, chaque date, chaque montant qu'elle lâchait entre deux soupirs de solitude. Elle me racontait la peur de la disgrâce, les maîtresses de 20 ans que leurs maris affichaient dans les hôtels de Kribi, et la corruption qui servait à acheter leur silence. Elle se confessait à moi comme à un prêtre, oubliant que derrière mon regard compatissant, j'étais un scanner humain. Une fois qu'elle s'endormait, bercée par l'illusion d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui les aimait pour de vrai, je me levais sans un bruit. Je passais du rôle de confident à celui de prédateur. Je fouillais les sacs à main, je photographiais les documents laissés sur le bureau, et je repartais avec leurs secrets dans ma poche. Je les quittais alors qu'elles rêvaient encore, me sentant à la fois comme leur sauveur et leur bourreau. Malgré les costumes à 1 million et les parfums de luxe, je n'avais pas pour autant oublié d'où je venais. Mais ma situation était un cadeau empoisonné, comment expliquer à ma mère, qui avait passé sa vie à prier pour mon salut, que l'argent que je lui envoyais provenait du péché et de la manipulation? Chaque fin de mois, je faisais passer une enveloppe anonyme à ma petite sœur, par l'intermédiaire d'un cousin de confiance. Officiellement, je travaillais dans l'import-export à l'étranger.
J'ai fait refaire la toiture de la maison familiale, j'ai payé les soins de mon père sans qu'il ne sache jamais que c'était moi. Je me souviens d'une nuit où je suis passé devant leur maison dans ma voiture de luxe, les vitres teintées remontées. Je les ai vus de loin, assis sur la véranda que j'avais financée, riant sous une lumière que j'avais payée. J'avais envie de descendre, de les serrer dans mes bras, de redevenir le petit Elias. Mais j'ai réalisé que mes mains étaient déjà trop sales pour toucher leur pureté. J'étais devenu leur bienfaiteur invisible, mais j'étais aussi devenu un étranger pour ma propre lignée. Ma reconnaissance était réelle, mais elle était muette, condamnée à rester un secret honteux. C'est dans cette atmosphère de trahison feutrée que j'ai rencontré Sarah. C'était lors d'un gala de charité organisé pour les orphelins de la ville, l'un de ces événements hypocrites où l'on dépense des millions en champagne pour récolter des miettes pour les pauvres. J'étais au bras d'une femme de diplomate quand je l'ai vue. Sarah n'avait rien à voir avec les femmes que je fréquentais. Elle ne portait pas de robe à paillettes, pas de maquillage outrancier ni de collier de perles mais un ensemble en pagne tissé, simple et fier. Elle était journaliste d'investigation, une de ces idéalistes qui croyaient encore que la vérité pouvait changer le pays. Elle était là pour enquêter sur les détournements de fonds liés à la construction d'un nouvel hôpital, un projet dans lequel Madame Simone était, sans surprise, profondément impliquée. Quand j'ai réussi à m'isoler pour fumer une cigarette sur le balcon, elle m'a rejoint. « Vous avez l'air de quelqu'un qui cherche la sortie de secours », a-t-elle dit sans me regarder. « On cherche tous une sortie dans cette ville, mademoiselle », ai-je répondu avec mon assurance habituelle. Certains cherchent la sortie, d'autres cherchent à posséder tout l'immeuble. Vous, Elias, je n'arrive pas encore à savoir si vous êtes la proie ou le chasseur. Le fait qu'elle connaisse mon nom m'a glacé le sang. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un vertige. Non pas à cause du vide, mais à cause de la pureté de son regard. Elle ne voyait pas le consultant de luxe, elle voyait l'homme caché derrière le masque. Cette rencontre a été le bouffée d'oxygène dont j'avais le plus besoin. Durant les semaines qui suivirent, je commença à mener une double vie. Le jour, j'étais l'amant et l'espion de la baronne, infiltrant les réseaux de corruption pour protéger ses intérêts. La nuit, je rejoignais Sarah dans des petits restaurants populaires de Dedo, là où les gens mangent avec les mains et où les rires sont vrais. Je ne lui ai jamais dit la vérité sur mon travail. Pour elle, j'étais un auditeur financier qui commençait à avoir des doutes sur l'éthique de mes clients. Sarah, de son côté, me confiait ses avancées sur l'enquête de l'hôpital. Elle ignorait qu'en me parlant, elle me donnait les armes pour la détruire, elle et son dossier. Le conflit interne commença à me dévorer. Madame Simone, dont le flair surpassait celui de n'importe quel détective, sentit le changement. Un soir, alors que je rentrais de chez Sarah, je trouva la baronne assise dans son salon, plongée dans une pénombre inquiétante. On dit que l'amour rend aveugle, Elias. Mais dans notre métier, l'aveuglement se paie par la morgue. Cette petite journaliste fouille là où elle ne devrait pas. Et elle semble beaucoup t'apprécier. Et s'il y a une chose que j'ai toujours détestée, ce sont les fuites. Que ce soit dans mes tuyauteries ou dans mon organisation. Elle se leva, posa une main glacée sur sa joue puis fit glisser une série de photos sur le bureau. C'était moi, riant avec Sarah dans un petit maquis de Dedo. Mon cœur a manqué un battement. Cette fille est un virus, Elias. Et tu es devenu son porteur sain. Elle a des documents qui pourraient gâcher mes 10 prochaines années. Soit tu récupères son disque dur et ses notes d'ici demain soir, soit je m'occupe d'elle à ma façon. Et crois-moi, ma façon n'implique pas de romantisme. La menace n'était pas voilée. C'était une sentence de mort. Le choix était impossible. D'un côté, il y avait Sarah, la seule lueur d'humanité dans ma vie de ténèbres. De l'autre, il y avait la baronne, une femme capable d'effacer une existence d'un simple coup de fil. Si je choisis de protéger Sarah, je perdrai tout, mon luxe, ma sécurité, et probablement ma vie. Mais si je la trahissais, j'aurais sauvé ma peau tout en tuant la seule partie de moi qui était encore digne d'être appelée homme. Je passa la journée à errer dans les rues de Douala dans ma voiture à vitres teintées, retournant dans mon ancien quartier pour me souvenir de qui j'étais. Je vis les enfants jouer dans la boue, les mères porter des fardeaux trop lourds, et ce fut le déclic. J'ai fini par comprendre que Madame Simone n'était qu'un parasite se nourrissant de cette misère. Le soir venu, je me rendis chez Sarah. Elle m'accueillit avec un sourire qui me déchira le cœur. « Elias, j'ai trouvé » s'exclama-t-elle.
J'ai les preuves que la société de Simone a surfacturé le matériel médical de 400% ainsi que ses noms des prête-noms. Ce n'est plus une enquête, c'est une bombe. Demain, je publie tout. On va les faire tomber, criait-elle, rayonnante. Je regarda l'ordinateur posé sur la table. C'était si simple. Une clé USB, quelques secondes, puis je pourrais m'en aller. Mais je ne bougea pas. Sarah, écoute-moi très attentivement, ai-je murmuré à son oreille, ma voix tremblante. Ne pose pas de questions. Prends ton ordinateur, ton disque dur, et sors d'ici. Maintenant. Ne va pas au journal. Prends le bus pour le village, ou mieux, traverse la frontière. Elle se figea. Le silence qui suivit fut lourd de révélations. Comment le sais-tu, Elias, demanda-t-elle, sa voix tremblante de suspicion. Comment peux-tu savoir ce que Simone sait? Je ne suis quoi répondre sur le coup. Mon silence fut mon aveu. Sarah recula, l'horreur se peignant sur son visage. Tu es l'un d'eux. Tu étais là pour me surveiller. Non, au début oui, mais plus maintenant, cria-t-il. Elle n'a pas eu le temps de sortir. Un bruit de freinage brutal a retenti dans la rue. Des portières ont claqué. Les hommes de main de la baronne n'avaient pas attendu mon signal. Ils étaient là pour finir le travail. Le labyrinthe venait de se transformer en impasse, et le sang allait bientôt couler sur le carrelage. Le fracas de la porte d'entrée qui cède sous le bélier des hommes de Simone résonne encore dans mes oreilles comme le glas de ma propre existence. Dans cet appartement exigu de Dedo, le luxe de mes costumes italiens ne pesait plus rien face à la réalité brute du fer et de la poudre. Les deux colosses qui ont fait irruption n'étaient pas là pour discuter des termes d'un contrat. Le labyrinthe venait de se transformer en impasse, et le sang allait bientôt couler sur le carrelage. Le fracas de la porte d'entrée qui cède sous le bélier des hommes de Simone résonne encore dans mes oreilles comme le glas de ma propre existence. Dans cet appartement exigu de Dedo, le luxe de mes costumes italiens ne pesait plus rien face à la réalité brute du fer et de la poudre. Les deux colosses qui ont fait irruption n'étaient pas là pour discuter des termes d'un contrat. Ils étaient les nettoyeurs de la baronne, ceux qui effacent les erreurs de casting. Elias, tu as été trop lent, a craché le premier, un homme dont le visage était barré d'une cicatrice que même la nuit ne pouvait cacher. Madame a horreur de l'attente. Dans un instinct de survie que j'avais cru enfoui sous des couches de raffinement superficiel, j'ai saisi la table en bois de Sarah et je l'ai renversée de toutes mes forces contre eux. Le bruit du bois qui craque et le cri de surprise m'ont donné les 2 secondes dont j'avais besoin. J'ai attrapé Sarah par le bras et je l'ai projetée vers la petite fenêtre de la cuisine qui donnait sur une ruelle obscure. Pars. Ne te retourne pas, ai-je hurlé. Elle a hésité, ses yeux remplis d'une terreur que je n'oublierai jamais, puis elle a sauté. J'étais seul. Le premier coup de poing m'a cueilli à la mâchoire, m'envoyant valser contre le mur. J'ai goûté mon propre sang, un goût de cuivre et de poussière qui m'a rappelé les bagarres de mon enfance à Newbell. J'ai rendu les coups avec une rage de damné. Je ne me battais plus pour la baronne, je ne me battais plus pour l'argent, je me battais pour racheter chaque mensonge que j'avais murmuré à l'oreille des femmes de cette ville. Mais la rage ne remplace pas le nombre. Ils m'ont roué de coups, avec une précision méthodique, celle de professionnels qui savent briser un homme sans le tuer tout de suite. Ils m'ont traîné par les cheveux jusqu'à une voiture aux vitres teintées, me jetant dans le coffre comme un sac de marchandises avariées. Le trajet a duré une éternité. Chaque virage était une torture pour mes côtes brisées. Quand le coffre s'est ouvert, l'air marin de la côte de Kribi m'a frappé le visage. Nous étions dans un entrepôt abandonné, là où les vagues viennent s'écraser contre le béton avec un bruit de tonnerre. Je me réveilla attaché à une chaise dans un entrepôt désaffecté près du port. La baronne était là, impeccable malgré l'heure tardive. Tu m'as déçu, Elias. J'ai investi tellement en toi. Tu aurais pu être mon héritier. Au lieu de ça, tu as choisi une petite idéaliste sans le sou. Elle s'est approchée de moi, ses talons claquant sur le sol froid. Elle a sorti un pistolet de son sac de luxe, un petit objet chromé qui ressemblait à un jouet. Où est le disque dur, Elias? Il est déjà loin, Simone, ai-je répondu en crachant un mélange de salive et de sang à ses pieds. Plus loin que tes bras ne pourront jamais atteindre. Sa gifle a été sèche, mais c'est son regard qui m'a transpercé. Elle n'a pas tiré. Elle fit signe à ses hommes. Ne le tuez pas. Ce serait trop facile. Brisez-lui les mains.
celles qui ont caressé mes rivales et celles qui ont essayé de me trahir. La douleur qui a suivi fut indescriptible. Le son de mes propres os qui cédaient sous la barre de fer a couvert le bruit de l'océan. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge se déchire, jusqu'à ce que mon esprit s'évade dans un néant protecteur. Ils m'ont laissé là, sur le sol humide, convaincu que j'étais une épave finie. Mais dans mon délire, une seule pensée me tenait, Sarah était libre. Le gigolo de la République était mort, et sous les décombres, il restait peut-être encore un homme. Le temps est une notion floue quand on a tout perdu. 3 ans ont passé, ou peut-être un siècle. Les journaux de Douala ont fini par oublier mon nom. Le scandale de la baronne a fini par exploser un an après ma chute, non pas par un grand soir de révolution, mais par l'usure lente de ses propres crimes. Elle est tombée, entraînant avec elle des ministres et des banquiers, finissant ses jours dans une cellule de la prison centrale, là où ses diamants ne peuvent plus acheter le respect. Moi, j'ai trouvé refuge dans un village de pêcheurs dont je tairai le nom, quelque part sur la côte sauvage où la forêt vient embrasser l'Atlantique. Ici, personne ne connaît les consultants de luxe ou les espions de chambre. Mes mains sont restées noueuses, mes doigts refusant de se refermer complètement, une calligraphie de cicatrices qui me rappelle chaque matin le prix de ma rédemption. Je vis dans une petite case en bois, aidant les pêcheurs à trier le poisson au retour des pirogues. Ma force physique est revenue, mais mon âme est restée silencieuse. Je ne parle presque plus. À quoi bon? Les mots ont été mes outils de trahison pendant trop longtemps. Un soir de décembre, alors que l'armatan soufflait un voile de poussière sur la plage, une silhouette familière sortant d'une voiture s'est détachée de l'horizon. Elle marchait lentement, le vent jouant dans ses cheveux courts. Je me suis figé, un filet de pêche entre mes doigts infirmes. Sarah. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas couru. Elle a simplement regardé l'homme brisé que j'étais devenu, loin des lumières de Bonapriso. J'ai dû remonter 10 pistes différentes pour te trouver, a-t-elle dit, sa voix portant la même force tranquille qu'auparavant. Tu n'aurais pas dû, ai-je murmuré, la gorge serrée. Elias n'existe plus. Je le sais. C'est pour ça que je suis venu. Elle a sorti un livre de son sac. Son livre. Celui qui avait fait tomber l'empire de Simone. En ouvrant la première page, j'ai vu la dédicace, à celui qui a choisi l'ombre pour que la lumière puisse jaillir. Pourquoi ne m'as-tu pas mentionné dans ton enquête, ai-je demandé. Parce que tu m'as donné une chance de vivre, Elias. La moindre des choses était de te donner une chance de mourir en paix pour le reste du monde. Nous sommes restés là, sur le sable, alors que le soleil plongeait dans l'océan, teignant l'écume de sang et d'or. Elle m'a parlé de sa nouvelle vie, de son combat qui continuait, de la petite lueur d'espoir qui commençait à naître dans le pays. Elle ne m'a pas proposé de repartir avec elle. Elle savait que ma place était ici, entre la forêt et l'eau, dans ce purgatoire que j'avais choisi. Avant de monter dans sa voiture, Sarah a glissé une dernière enveloppe dans ma main. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, mais une photo. C'était ma mère, vieillie mais souriante, devant une petite boutique qu'elle avait pu ouvrir grâce aux dernières économies que je lui avais fait parvenir avant ma chute. Au dos, une écriture tremblante disait, « Où que tu sois, sois un homme bon ». Je n'avais pas besoin de leur parler. Ils étaient en sécurité. La dette était payée. En regardant la photo se brouiller sous mes larmes, j'ai compris que mon silence était mon plus beau cadeau. Ma famille avait retrouvé son fils tel qu'il était avant, un souvenir pur, et non un homme brisé par la République. Comme pour un dernier au revoir, elle a posé sa main sur les miennes, ses mains tordues qui avaient empêché. Elle ne les a pas regardées avec dégoût, mais avec une reconnaissance qui m'a fait plus de bien que n'importe quel remède. « Tu es libre, Elias » a-t-elle dit avant de s'éloigner vers la voiture qui l'attendait au loin. J'ai regardé ses traces de pas s'effacer sous la marée montante. J'ai pris le livre qu'elle m'avait laissé et je suis retourné vers ma case. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur aux puissants, je n'avais plus besoin de séduire pour exister. J'étais un homme simple, debout face à l'immensité du monde. La nuit est tombée sur le village. J'ai allumé une petite lampe à huile et j'ai commencé à lire. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le héros d'une manipulation. J'étais simplement le témoin d'une vérité. Le gigolo était bel et bien enterré, et sur sa tombe, le vent de l'océan chantait enfin une chanson de liberté. Pour une personne qui a côtoyé les riches, cette nouvelle vie modeste était de loin la plus luxueuse pour moi. Cette histoire est un rappel brutal que le succès construit sur le mensonge finit toujours par s'écrouler.
Elias a choisi la dignité au prix de sa vie de luxe. Auriez-vous eu le courage de tout sacrifier pour sauver votre âme ou auriez-vous continué à jouer le jeu de la baronne? Le débat est ouvert dans les commentaires. Elias est-il un héros ou un lâche qui a fui ses responsabilités? Donnez votre avis, je lirai tout. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser nos frères sur les dangers des raccourcis vers la richesse. On peut très bien s'en sortir dans la vie sans pour autant devenir un jouet de l'argent. C'est nous qui devons avoir le contrôle sur l'argent, pas le contraire. On dit souvent que tout chemin mène à Rome, mais il y a de ces chemins qu'il vaut éviter. Gagner l'argent propre n'est pas facile. Néanmoins, c'est le meilleur moyen pour garder sa dignité. Abonnez-vous pour d'autres récits qui plongent au cœur des réalités africaines. À bientôt pour une nouvelle vidéo plus édifiante et que Dieu nous garde.